Bonjour à tous. L'Afrique est le seul continent sur lequel aucune notion de négoce n'est inscrite dans les programmes d'éducation primaire, secondaire et même universitaire. Pour devenir spécialiste du négoce, notre invité a été contraint de parcourir plus de 5179 km pour aller se former dans une école en Belgique afin de revenir mettre ses compétences au service de son continent. Depuis son retour, Ernest Tchakouté, notre invité d'aujourd'hui, travaille à ouvrir les yeux des Africains et ses décideurs sur le bien fondé de la maîtrise des techniques de négoce. Pour lui, il est plus que jamais temps pour l'Afrique de fonder sa toute première école de négoce qui formera des négociants africains capables de mieux diligenter le processus de négoce des matières premières, jusqu'ici abusivement exploité par de grosses multinationales étrangères. Formation de négoce en Afrique, plus qu'une urgence, c'est le thème de cette émission spéciale avec Ernest Tchakouté, notre témoin de cette semaine. Bienvenue à tous et à toutes. Je reçois donc dans le cadre de cette interview spéciale Ernest Tchakouté. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Monsieur Romaric Nanda. Merci d'être là une fois de plus. C'est à moi de vous dire merci de m'avoir invité, de me donner l'occasion et l'opportunité de parler du négoce des matières premières parce que vous le savez, c'est un domaine qui est assez fermé. Oui. Et c'est tout un honneur pour moi et une fierté en plus d'aborder ce sujet. Donc j'espère que vos téléspectateurs trouveront de la matière. Déjà, je peux vous dire que le retour de la première émission que nous avons réalisée est exceptionnel puisqu'il y a beaucoup de personnes sur le continent qui ont apprécié votre sortie et qui trouvent en vous suffisamment de hauteur parce que vous parlez du négoce des matières premières sur le continent africain avec beaucoup de technicité, mais aussi avec beaucoup de connaissances. Et dans l'entretien qui est passé avant celui-ci, on parlait effectivement du négoce et notamment de ces enjeux géostratégiques sur le continent africain avec des multinationales qui exploitent les matières premières sur le continent. Mais aujourd'hui, on parlera de l'implémentation du négoce au secondaire, au supérieur, dans les écoles de formation et surtout dans les entreprises puisque le continent africain en a fortement besoin. Mais au sortir de la première émission, on a comme un goût d'inachevé. C'est-à-dire que vous venez parler du négoce des matières premières, c'est en tant que spécialiste du négoce des matières premières. Il s'agit de Ernest Tchakouté, mais qui est Ernest Tchakouté? Qui êtes-vous réellement? Parlez-nous de vous. Ça, c'est un exercice assez difficile parce que je ne suis pas doué à parler de moi. Je n'aime pas déjà parler de moi. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien la discrétion. J'aime bien faire des choses dans le silence absolu, comme on dirait, dans le sous-marinage. Mais vous me donnez l'occasion, je suis Ernest Tchakouté, plus connu sous le nom de Coach Ben, responsable du groupe Alliance Golf. Le groupe Alliance Golf est une entreprise qui a été créée en 2005 et elle a été créée à Dubaï. Avant cela, au Cameroun, j'avais des entreprises. J'ai eu une entreprise en Guinée équatoriale, mais parlons du groupe Alliance Golf. Oui. Après le groupe Alliance Golf Dubaï, j'ai eu des difficultés. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails. J'ai créé groupe Alliance Golf. Je viens, pour qu'on soit clair. Oui. Nous avons commencé par Alliance Golf Dubaï. Et il faut comprendre, Alliance, je faisais l'alliance entre l'Afrique et le Golfe. C'est la raison pour laquelle Golfe chez moi, U au lieu de O. Par la suite, j'ai eu des difficultés. Je me suis retrouvé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai créé la version africaine d'Alliance Golf. Et j'ai créé également Alliance Golf au Niger. J'ai créé Alliance Golf au Ghana. J'ai créé au Bénin. J'ai créé au Togo. J'ai créé, à un moment, j'étais en Italie, oui. Je vais dire en Espagne, nous avons créé. En Espagne, oui. Et puis, tout récemment, en 2019, je me suis retrouvé en train de créer la version africaine du groupe Alliance Golf au Cameroun. Je vais dire la version camerounaise du groupe Alliance Golf, à Douala au Cameroun. Oui. Et puis, derrière le groupe Alliance Golf, nous avons Startup An, qui veut dire Startup d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Startup An est spécialisé dans des formations. Nous avons en plus, vous voyez, je suis hésitant parce que je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Oui. Ça me dérange toujours de parler de moi, mais je vais faire l'effort pour vous téléspectateurs. Allez-y, nous sommes là pour vous écouter. Derrière, nous avons Free Network. Free Network est un réseau de télécommunications que nous avons qui est dans la ville de Douala. Oui. Nous avons Bit2Life
qui est une société spécialisée dans les compléments alimentaires. Nous faisons par exemple les gélules de spiruline, gélules d'ail, gélules de curcuma, gélules de moringa et bien d'autres. Et ça marche plutôt bien? Ça marche plutôt bien. D'accord. Derrière Bit2Life, nous avons Saveur du Sahel qui a été créé au Niger. Sahel, vous entendez, Sahel qui a été créé au Niger. Et puis, dans le programme Startup Anne, nous avons formé beaucoup de négociants. Il faut le dire, en Afrique, nous sommes les premiers à lancer la formation sur des négociants. Ayant rencontré certaines difficultés, je me suis rendu compte que les négociants que nous formons, pour avoir des marchés, vont parfois sur des sites internet créés par des gens basés en Chine, parfois en France, au Canada, en Europe, et aussi à travers le monde, mais pas en Afrique. Et partant là, nous avons décidé de créer Comotron. Comotron. Oui, comotron.com, qui veut dire Commodity Trading Online. Oui. Nous avons créé le premier site internet du négoce des matières premières et détenu par des Africains. D'accord. Parce que nous sommes victimes. Étant donné que nous n'avons aucun pouvoir sur les réseaux que nous utilisons, nous sommes à la limite à leur merci. Ils peuvent décider de ce qui passe et ce qui ne passera pas. Oui. Et sur le plan économique également, et tel que je le dis sur le plan géostratégique, lorsque l'Afrique mobilise près de 40% d'activité du négoce et que les négociants sont obligés d'aller sur le site internet des autres pour s'approprier. Ça devient problématique. D'accord. C'est partant de là que nous avons décidé de mettre sur pied Comotron. D'accord. Et il faut dire également que je suis chocolatier. Nous avons une usine de chocolaterie que nous sommes en train de mettre sur pied depuis un moment dans la zone du Mungo. Le nom c'est Gold Seed. Mais vous faites dans tout carrément? Je suis pluridisciplinaire, il faut le dire. Et jusqu'ici, j'excelle toujours dans ce que je fais. C'est dit que, pour une anecdote, je fus même présentateur d'émissions au Niger. Donc, pour vous dire que c'était tellement bien, quel que soit le domaine où je me lance, je le fais à fond. À fond. Et je fais avec tellement de passion. Oui, mais aussi parce que nous avons remarqué dans nos recherches que vous êtes un perfectionniste et que tout ce que vous le faites avec une certaine maestria, avec un certain doigté. Alors, toutes ces entreprises que vous créez, vous les mettez sur pied, elles sont certainement fonctionnelles. Est-ce que toutes ont un lien avec le négoce? Non, en fait, il fallait diversifier. Oui. Parce que moi, étant négociant, parce qu'il faut le savoir, le groupe Alliance Golf, c'est l'entreprise spécialisée dans le négoce. Il fallait diversifier. Et sachant qu'il y a des opportunités dans d'autres secteurs, c'est la raison pour laquelle nous essayons d'investir dans ce secteur et de créer d'autres activités. Alors, aujourd'hui, il existe plus qu'une urgence. On en parlait lors de la précédente émission, plus qu'une urgence de mettre sur pied les écoles de formation dans le négoce. Nous avons effectivement entré dans le plein fouet de cet entretien avec la thématique qui sous-tend votre invitation. Alors, pourquoi aujourd'hui ne trouve-t-on pas de négoce dans les systèmes éducatifs en Afrique? Pourquoi cette notion ne figure-t-elle pas dans les programmes éducatifs en Afrique? Monsieur Romary Tendé, je suis amusé parce que je considère que la question est naïve. Excusez-moi, je ne dis pas que vous êtes naïf parce que la majorité des Africains vont se poser la même question. Oui. Il faut comprendre que l'éducation le développement va avec l'éducation. Un pays où le système éducatif est faible, le développement est faible. Le négoce étant la colonne vertébrale de l'économie mondiale, il est tout à fait normal, et c'est de bonne guerre, pour celui, tel que je l'ai dit, pour celui qui nous a envoyé l'école, qui nous a envoyé le système éducatif, il est tout à fait normal pour lui d'enlever le négoce, afin de vous mettre à disposition des choses qui vont, à un moment donné, créer une forme de saturation. Maintenant, si on vous enseignait le négoce, vous serez à même de négocier vos matières premières. Tout à fait. Et ça n'arrange pas celui d'en face. Ça n'arrange pas les acteurs en place. Donc, il est tout à fait normal qu'on enlève carrément. Et mieux, en plus d'enlever, on doit diaboliser. Et quand on sait également que le système éducatif appliqué dans les pays africains, généralement, sont imposés par les Occidentaux. Parfois, nos livres même sont tirés à l'Occident, avant que nos élèves puissent les avoir dans les établissements scolaires. Oui. Donc, il faut bien comprendre qu'ils ne peuvent que
nous donner ce qui va nous abrutir ou bien ce qui va nous maintenir dans une position de captivité, de de dépendance. De dépendance permanente. Oui. C'est pour cette raison que dans notre système éducatif, on ne pouvait pas mettre le négoce en matière première. Et cette démarche est une démarche risquée. La démarche que je prends, elle est très risquée. Oui. Beaucoup ne comprendront pas. Je suis en train de vouloir briser les côtes. Oui. Et il y a des choses qui ont été mises sur place. Et la seule chose avec laquelle le colon ne s'amuse pas, ce sont ses intérêts. Tout à fait. Ce genre d'émission met directement les intérêts des gens en face en danger. Alors, avant de venir justement sur ce que vous pourrez traverser comme difficulté, mais aussi comme entrave dans le processus de déclaration que vous faites depuis un certain nombre de temps, parlez-nous un tout petit peu de ces écoles de formation. Existe-t-il des écoles de formation ailleurs, dans d'autres pays du monde? Si oui, quelles sont les conditions pour y accéder? Comment ça se passe? Il y a quelque chose de particulier dans le monde du négoce des matières premières, c'est que ailleurs, on trouve des écoles. Je ne vais pas donner des noms. Oui. En Suisse, il y a des écoles de négoce. Mais laissez-moi vous dire qu'elle est non seulement hyper sélective et il faut avoir assez de moyens. Par exemple, pour aller dans une école, je ne vais pas donner le nom pour ne pas faire la publicité, oui, parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait cette école à Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana, pour que je donne le nom pour tout à fait. Pour parler fièrement de l'Afrique. Donc, maintenant, pour accéder à certaines de ces écoles, il faut être salarié dans une entreprise de négoce. Et en plus, on sélectionne les meilleurs salariés. Une fois que vous allez là-bas, vous subissez encore un autre filtrage. Comme quoi, c'est la crème de la crème qui y va. Et sachez que lorsqu'on va dans ces écoles, on ne vous forme pas à être des négociants. Ça, c'est une erreur. Oui. On vous forme à être un employé d'une entreprise de négoce. Vous comprenez la nuance? Ce monde est tellement fermé qu'on ne peut pas vous donner tous les secrets. Oui. On ne peut pas vous donner. C'est pour cette raison que même en Occident, j'ai par exemple aujourd'hui des gens qui ont fait des écoles de négoce en Belgique, parce qu'il y en a en Belgique également, qui ont fait des écoles de négoce, mais ils sont spécialisés dans un secteur. Mais lorsqu'ils m'écoutent, ils savent que j'ai une large vision, j'ai un champ très vaste et ils reviennent se former chez moi. Oui. Et les coûts ne sont pas à la portée de tous. Je connais l'école en Belgique qui coûte pratiquement 25 000 €. Et tel que je l'ai dit, ce sont des entreprises qui envoient des salariés. Maintenant, je ne vais pas citer une autre école qui accepte les gens, mais il y a un critère de sélection. La couleur de la peau compte. Ah oui. Je vous assure. Et ça revient, c'est de l'intelligence économique. Si on vous forme dans le domaine, demain vous reviendrez, vous positionnez en Afrique, sachant que c'est vous qui avez... Oui, vous êtes assis sur toutes les richesses du monde. On ne peut pas vous former. Donc, il y a cette école, je n'ai pas envie de dire, pour ne pas créer de la polémique autour de votre émission, oui, il y a une école particulière qui accepte les gens, mais il y a un critère racial qui rentre en jeu. Essentiellement. Oui. Et ça va vous montrer jusqu'à quel niveau ce monde est fermé. Est fermé. Et il est à la limite fermé pour nous. D'accord. Mais, Ernest Chakouté, étant donné qu'il n'existe aucune école de négoce sur le continent africain, comment parvenir à imposer cela dans les programmes, si déjà le continent africain lui-même ne bénéficie pas de véritables experts dans le domaine? Comment souhaitez-vous qu'on intègre cela dans les programmes si le continent lui-même n'a pas de véritables spécialistes et d'experts dans le négoce? Vous m'avez invité en tant que qui? Spécialiste du négoce des Si je matières suis un premières. spécialiste, je peux former des autres spécialistes. Il y a une solution, en fait. Nous ne sommes pas dans une forme d'omerta. Il y a quelqu'un qui vient en parler. Oui. Et vous m'avez sollicité parce que vous avez sûrement mené des enquêtes. Tout à fait. Et vous êtes d'accord qu'il y a eu beaucoup de démarches. Il y a eu pratiquement des accords de confidentialité qui ont été signés entre nous parce qu'il y a des choses dont on ne peut pas divulguer. Tout à fait. Trouver qu'il n'y a pas de spécialistes, c'est une fausse excuse. Je suis disponible à former des spécialistes dans le négoce. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas marquer une différenciation spéciale? Parce que lorsque vous rencontrez des gens dehors, ils vous disent, écoutez, je fais du négoce, je fais le négoce du bois, mais à vous écouter, on a l'impression que ce n'est pas du même négoce dont on parle.
Absolument pas. J'ai l'impression qu'eux, ils font de la débrouillardise et que vous devez les enseigner sur comment mener à bien leur débrouillardise. J'ai souvent dit aux gens, si quelqu'un vous dit qu'il est dans le négoce d'une matière première, demandez-lui s'il connaît ce qu'on appelle la finance transactionnelle. Même les banquiers ne savent pas de quoi la question. La finance transactionnelle. Je ne parle pas des instruments financiers. Celui qui fait dans du bois, il a le même chemin. Il va couper les essences, on met sur un tracteur, sur les tracteurs, on transporte, on dépose au port, on débite et on exporte. Il va à la banque et toucher son argent. Si on ne préfinance pas, il sera en difficulté. La finance transactionnelle joue ce genre de rôle. Maintenant, il y a des phénomènes de mode. Il y a des gens qui, parfois, par snobisme, vont mettre sur leur registre de commerce négoce, mais ils ne savent pas en réalité. Oui. J'en ai rencontré plusieurs qui me disent, Coach Ben, lorsque j'ai créé mon entreprise, j'ai mis négoce, je ne savais pas de quoi il était question, j'avais mis comme ça. Et c'est aujourd'hui que je comprends véritablement. Derrière, on a des entreprises que nous formons. Et pour répondre en plus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Toutes les entreprises africaines devraient avoir un négociant au sein de leur équipe. De sa structure. Yes. Oui. Parce que vous arrivez parfois sur nos marchés, vous rencontrez, ou bien dans nos États, vous entendez que certains membres du gouvernement ont signé des contrats. Oui. Mais il n'est qu'un fonctionnaire. Le gars, il ne maîtrise pas les rouages. Il ne maîtrise pas les rouages. En négoce. face, il a des négociants professionnels. On se retrouve avec des contrats qui ont été signés. On se demande si celui qui avait signé était normal. Il était lucide lorsqu'il signait. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas en compagnie, ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de personnel formé dans le domaine. Alors, malheureusement, ça nous pénalise. Alors, mais s'il faut mettre ça dans les programmes scolaires et universitaires, par exemple, et permettre aux entreprises d'avoir des négociants, comme vous le dites, et vous dites effectivement qu'il y en a sur le continent africain, vous, par exemple, vous êtes une référence, ce qui est vrai. Mais quel est le procédé dans le fond? Dans le fond, c'est quoi le procédé? Si on vous appelle aujourd'hui, on dit, bah, écoutez, Ernest Tchakouté, spécialiste du négoce des matières premières sur le continent africain, qui se balade sur le continent et qui travaille à longueur de journée, on vous dit, bah, écoutez, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Rwanda ou bien n'importe quel autre pays, 5 pays africains se mettent ensemble, par exemple, et disent, voilà 50 milliards de francs CFA, formez-nous 2 ou 3 écoles de négoce sur le continent africain dans 3 pays différents. Comment allez-vous procéder? Je vais vous expliquer comment on procède lorsqu'on est face à ce genre de situation. Parce que, étant donné que c'est un produit qui est totalement nouveau, c'est une information nouvelle, on commence dès le bas âge. Je vais vous donner une anecdote pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsque vous allez à Zanzibar, on enseigne la protection de l'environnement aux enfants dès le primaire. On donne l'importance du touriste aux enfants dès le primaire. Ça fait que le citoyen zanzibari sait qu'il est sur une île et il est exposé. Les gens qui apportent de l'argent sont les touristes. Tout le monde est gentil envers les touristes. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec nous? Quand on récupère nos enfants dès le primaire, on leur donne déjà la valeur des ressources naturelles. Qu'on leur donne l'importance qu'il y a à être sûr des ressources naturelles. Qu'ils comprennent que lorsqu'ils vont voir une bille de bois passer, quel est l'usage qu'on en fait? Tout à fait. Qu'est-ce que son pays perd? Qu'est-ce que son pays gagne? Il faut déjà sensibiliser dès le bas âge. Est-ce que ça ne va pas friser le capitalisme enfantin déjà? On n'est pas dans le dynamisme du capitalisme, non. Ici, on est dans une forme informationnelle. Qu'on mette l'enfant dans des conditions où il comprendra l'importance qu'il y a lorsqu'il navigue, lorsqu'on parle du cuivre, qu'il sache à quoi va servir le cuivre. Demain, il sera en même de mieux défendre les intérêts de son pays. Qu'on l'explique qu'à force d'extraire ce cuivre, vous risquez de ne pas avoir les moyens de survivre plus tard. Déjà, leur donner l'information. Et par la suite, on arrive au secondaire. Au secondaire, on introduit le cours du négoce des matières premières à partir de la 3e. Troisième, on leur parle des matières premières. Quand on vient dire, par exemple, cette pierre s'appelle le quartz. Il est utilisé dans tel domaine, dans tel autre domaine. Quand on lui montre un morceau de fer, on lui dit ce fer est utilisé dans tel domaine. Et toutes ces matières premières se retrouvent dans notre sous-sol et c'est votre héritage. Vous devez prendre soin. Créer
le patriotisme Une dans sorte l'esprit. d'éveil. D'éveil dans D'éveil l'esprit de des enfants, conscience. dans l'esprit de l'enfant. Oui. Dès qu'on arrive au secondaire, à partir de la terminale, on doit introduire ça dans le programme parce que les résultats du bac viennent de sortir. Nous sommes d'accord qu'on aura pratiquement plus de 60% des bacheliers qui vont décrocher. Tout à fait. Par contre, la formation sur le négoce, ou bien si on enseignait le négoce aux enfants à partir de la troisième, on en faisait un programme. Il y a beaucoup d'enfants qui après le bac peuvent se lancer dans le négoce, même à petite échelle. Parce qu'il faut comprendre que faire le négoce ne demande pas de grosses ressources. Il faut juste avoir la bonne information. Oui. Et une fois qu'on leur a donné la bonne information, à un niveau raisonnable, ils ne vont pas décrocher pour aller rester au quartier ou pour vagabonder. Ils vont décrocher avec un outil à la main. Tout à fait. Maintenant, lorsqu'on arrive au supérieur, on va arriver jusqu'au niveau master. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est à ce niveau que ça devient beaucoup plus sérieux. Et plus stratégique. Plus stratégique. Oui. Entre autres, vous avez dit 50 milliards, mais je n'ai pas besoin de 50 milliards. 1 milliard, ça suffit. 1 milliard, je prends en une année, au plus 2 ans, je forme, disons, 10 000 enseignants dans le négoce. Donc, 10 000 enseignants avec 1 milliard de budget. Milliard. On forme, parce que je ne peux pas former l'Afrique tout seul. Tout seul. Je forme des formateurs qui, à leur tour, vont enseigner le négoce dans les écoles. Et dans la formation, en fonction du niveau, par exemple, celui qui est en master, on peut lui donner un cours sur la géostratégie, l'intelligence économique, l'intelligence stratégique, je peux dire quoi, il y a la géostratégie, on va parler de, je dirais, j'ai les mots qui m'échappent, la veille exactement, la veille stratégique, veille juridique, on va les apprendre le risk management, tout à fait, l'analysis management, on va leur donner ces outils pour qu'ils soient plutôt des cadres dans le monde du négoce, des matières premières. D'accord. Donc voilà en fait ce qu'on peut faire avec nous. D'accord. Mais qu'est-ce qui donc rentrera dans le programme de formation? Ce sera quoi? Je viens de vous donner. À partir du supérieur, on formera dans les études du marché, les incoterms naturellement, par exemple, derrière la géostratégie, parce que l'étudiant doit comprendre l'utilisation des matières premières. L'étudiant doit savoir à quoi ça sert lorsqu'on sort une matière première. Et derrière, il doit également savoir comment prendre des risques, savoir analyser la situation mondiale. Il y a une crise dans un pays. Comment profiter de cette crise? Tout ça, on en prend. Juste une petite question. Alors, est-ce que le négoce tel que vous le décrivez, peut-il s'appliquer dans tous les domaines d'activité? Oui ou non? Je n'ai pas envie de dire oui parce que c'est tellement évident. C'est évident. C'est une évidence, mais malheureusement, les gens ne savent pas. D'accord. Je propose qu'on marque une pause. On en parle dans quelques instants dans cet entretien, dans la deuxième partie de cet entretien. Ne zappez pas, restez scotchés, parce que vous allez voir si un médecin, un géomètre ou quelqu'un d'autre peut devenir négociant. À tout de suite. Pour cette deuxième partie d'entretien, nous sommes toujours avec Ernest Tiakouté, notre invité du jour. Dites-nous, Ernest, de manière sérieuse et de manière réelle, en regardant peut-être votre caméra. Alors, dites-nous, est-ce qu'un médecin peut devenir négociant? Si oui, comment? Monsieur Romary Tanda, vous me demandez de la caméra, je fais. Je vous dis oui, le médecin peut devenir négociant des matières premières. Je vous explique. Moi, électricien de formation, je fais le négoce des appareillages paramédicaux. Qui est mieux placé qu'un médecin pour être négociant des appareillages paramédicaux? Il connaît mieux le scanner, il connaît mieux les stéthoscopes, il connaît tous les éléments, tout ce qui rentre dans le plateau technique. Mais on se retrouve parfois avec des gens qui n'ont aucune compétence dans le domaine, en train de faire le négoce des appareillages. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il est tout à fait normal qu'on nous maintienne dans cette posture où on va se faire former pour sortir, appliquer les mêmes choses et après on a saturation. Je vous fais une petite anecdote. J'ai un neveu qui est médecin. Quand je parle, j'ai mal au cœur. Il est médecin. Le jeune, chaque mois, je suis obligé de lui faire
un peu de dépannage, je lui donne un peu d'argent parce qu'il travaille dans 2 cliniques. Mais le salaire qu'il touche, Il ne parvient pas à joindre les il ne bouts parvient pas à joindre les 2 bouts. à la fin du mois. Qui de mieux qu'un médecin pour être négociant des appareillages paramédicaux? Tout à fait. Il maîtrise les équipements mieux que quiconque. On est d'accord sur le médecin, on est d'accord sur le médecin. Et le géomètre alors? Je vais vous parler d'un appareil qu'on appelle la station totale. Les géomètres qui suivent l'émission sauront de quoi il est question. La station totale, les réflecteurs, le GPS 3D. J'ai vendu les GPS 3D. Je n'ai rien à voir, je ne connais absolument rien dans le métier de topographe et géomètre. Oui. Mais le géomètre peut devenir négociant De ces de appareils. ces appareils. Et il est mieux placé pour sortir, pour sélectionner l'appareil qui correspond. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle les stations totales, ce sont des appareils que les topographes utilisent pour faire la cartographie. Et il y en a, ils peuvent le faire. Et pourquoi on a enlevé cette option de négoce à l'école pour les maintenir saturés dans un secteur qui, à la limite, a beaucoup d'opportunités, mais on a pris soin de sortir le négoce. Tout simplement pour qu'on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Et le mécanicien alors? Ils sont nombreux au camp Yabassi Adela qui dépendent des voitures. Est-ce qu'ils peuvent être des négociants? Personne n'est mieux placé pour connaître les équipements, les pièces détachées d'un véhicule. Il est tout à fait, ça ressemble, ça frise à la, je ne pourrais pas dire c'est un mot, que quelqu'un puisse finir les études de mécanique et soit au chômage. Devenez négociant des pièces mécaniques. C'est vous qui connaissez les meilleures plaquettes de frein. C'est le mécanicien qui connaît les pots catalytiques. C'est lui qui connaît les boîtes à vitesse. C'est lui le mieux placé. Il peut devenir négociant des pièces mécaniques. C'est-à-dire qu'en plus de faire des diagnostics sur les véhicules, ils peuvent eux-mêmes acheter les outils, connaître comment on achète les outils, peut-être pour remonter sur un véhicule ou bien d'autres. Non, C'est bien ça. là, il se spécialise dans le négoce. Il ne fait plus le diagnostic. D'accord. Lorsqu'un mécanicien lui fait savoir, un collègue lui fait savoir qu'il a besoin de certaines pièces, en tant que professionnel, il connaît la pièce qui va. D'accord. Et il sait où chercher la pièce. Où chercher la pièce. Mettre à disposition. Mettre à disposition. Mais à un moment donné, on se retrouve, ceux qui sont en camp Yabassi, parfois, qui vendent les pièces aux mécaniciens, n'ont aucune notion de mécanique. Ils ont appris sur le tas. Tout à fait. Sortons par le chimiste. On les connaît comme des spécialistes des laboratoires qui appliquent des formules. Mais comment un chimiste, par exemple, peut faire pour être un bon négociant? Je suis plutôt amusé parce que ça va paraître utopique. Personne n'est mieux placé qu'un chimiste pour connaître la composition d'un engrais. Les engrais. Ils apprennent ça à l'école. Donc, ils sont même au cœur des matières premières. Ils sont au cœur des matières premières. Ça ne fait aucun sens que quelqu'un finisse la formation en tant que chimiste et ne se lance pas. Il doit se lancer dans le négoce des engrais. Oui. Et il y en a encore tellement. Il y en a tellement. Je vais mettre un peu de l'eau dans votre vin. Celui qui a fait science, on a cette fâcheuse façon de se dire que l'étudiant qui va à l'université fait la science physique, je veux dire, est destiné à être enseignant. Être enseignant n'a rien de mauvais, mais on connaît la saturation dans les établissements. Mais il peut être négociant des métaux. Celui qui a fait science. Oui. Parce qu'il maîtrise plus la structure du fer. Il maîtrise plus la structure des métaux que quiconque. Il peut devenir négociant des métaux. Entre autres. Même l'électricien. Je crois que la messe est dite. Même Parce que- l'électricien, je vous dis, Oui. même l'électricien. L'électricien, tu finis les études, tu vas acheter ton matériel électrique chez quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Ça ressemble à quelle logique? Tu peux être négociant des câbles électriques, tu peux être négociant du matériel électrique. Mais, tel que je l'ai dit, c'est tout simplement parce qu'on a enlevé la notion du négoce des matières premières dans Oui. notre système éducatif qui fait que lorsqu'on finit, on pense qu'on doit avoir tous la même fin. Je crois que la messe est dite. Je crois que vous avez suffisamment développé. Même le philosophe pourra être négociant s'il vous approche pour savoir comment faire. Bien évidemment. Alors, vous êtes sollicité en ce moment à plusieurs endroits pour développer le négoce des matières premières dans certains pays africains. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Vous savez, je vous l'ai toujours dit, nous sommes dans un monde qui fonctionne
plus qu'une société secrète. Oui. Les négociants ne parlent pas beaucoup. Pendant que je vous parle, M. Romari Tanda, sur mon bureau, j'ai en ce moment 4 invitations. Des 4 pays. J'ai 2 présidences qui sollicitent, qui m'invitent. J'ai deux invitations de 2 présidences africaines, un premier ministère et un ministère des PME qui me sollicitent. Sur le continent africain. Sur le continent africain. Et tel que je l'ai dit, on n'est pas dans la dynamique de bavardage, on ne parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de secrets dans le négoce. Il y a beaucoup de secrets et on n'a pas besoin de faire le tapage. Oui, on parle de tous ces pays, certes. Mais un dicton dit la bonne charité commence par soi-même. Et votre pays, le Cameroun, alors, qu'en est-il? Je suis amusé parce que M. Romari Tanda, je n'appartiens plus au Cameroun. C'est ce qu'il faut savoir. J'appartiens à l'Afrique parce que le savoir que j'ai, je ne le mets pas à la disposition des seuls Camerounais. Si le Camerounais ne connaît pas la valeur et qu'un autre pays africain en demande, je mets à la disposition volontiers. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai fait même des courriers. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais qu'est-ce que je fais? Tel que j'ai dit, je mets mon savoir à la disposition de ceux qui ont besoin, qui comprennent la portée du message. Mais quelle est la perception dans le fond que les autres, par exemple les pays en Afrique de l'Ouest, ont de vous quand vous arrivez là-bas? Parce que, je vous prends une petite anecdote. Au Cameroun, ça peut sembler banal. Si vous demandez par exemple une accréditation pour aller couvrir un événement à la présidence de la République, ça peut être dramatique. J'ai fait une expérience personnelle, j'étais au Niger, j'ai été traité un peu comme un petit chef d'État lorsque je couvrais le 2e tour de l'élection présidentielle qui a vu arriver au pouvoir le président Mohamed Bazoum. C'était un voyage exceptionnel. Mais au Cameroun, je n'ai pas pu avoir ça. Mais vous alors, quelle est la perception que les autres ont de vous quand vous sortez du Cameroun? Vous savez, je n'ai pas envie de jeter l'anathème sur mon pays, je n'ai pas envie de dire certaines choses. Mon pays, c'est mon pays, j'adore mon pays. Mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de méfiance. Et d'aucuns diraient même qu'on a des problèmes avec des génies. Je ne me prends pas pour un génie, non. Oui. Mais je dirais qu'on a des problèmes avec l'innovation. On a un problème avec ceux qui viennent avec des idées nouvelles. Lorsque vous apportez une idée qui ne passe pas, ça a de la peine à être accepté. Par contre, ailleurs, ben, je vous assure, je vous dis, j'ai une entreprise en Côte d'Ivoire, j'ai une entreprise au Niger, mais j'ai des invitations, tel que je l'ai dit, j'ai des invitations parce que certaines personnes ou bien certains pays comprennent mieux certaines situations. Et chez nous, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais ça reste notre pays, on est obligé de batailler pour faire bousculer les mentalités. En tout cas, votre message commence à être compris et même à être intégré. Et je pense que d'ici peu, ne soyez pas surpris que plusieurs personnes vous appellent, vous contactent pour vos compétences. Mais comme on dit sur au Cameroun, il faut être très prudent, il faut être malin. Alors, vous donnez une formation aux Seychelles. La formation aura lieu du 14 au 20 octobre 2022. En quoi va-t-elle servir? Il s'agit de quoi, cette formation? Avant toute chose, vous m'avez invité pour parler de la formation ou vous m'invitez pour parler du négoce des matières premières? Pour parler du négoce des matières premières dans les programmes scolaires. Mais j'estime que nous ne pouvons pas sortir de cet entretien sans parler de cette autre actualité qui vous colle pratiquement à la peau, que nous avons découvert dans nos recherches et qui stipule et qui voudrait que vous teniez une formation du 14 au 20 octobre aux Seychelles. C'est bien ça, sauf si je me trompe. Oui, bien évidemment. En fait, sachez d'emblée que, étant donné que je suis assez occupé, nous organisons une seule formation par an. Parce que la demande est si forte. J'ai d'abord l'activité du négoce que je dois appliquer et ça demande de se déplacer tout le temps. Je vous ai cité certaines de mes entreprises que je dois gérer. Et dans cette logique, nous avons mis sur pied la formation sur le négoce en présentiel, une seule séance. Et lorsqu'on ira aux Seychelles, qu'est-ce qu'on fait? On prend en charge l'hébergement des participants, la restauration, le transport, la visite touristique sur l'île. Et on crée une forme de lien entre les entrepreneurs séchellois et ceux qui viendront à travers le monde. Parce que
on a constaté qu'entre nous, en Afrique, il y a moins de communication. Il y a moins d'échanges. Donc, du 14 au 20, nous nous retrouvons aux Seychelles pour parler du négoce des matières premières. Et c'est de là où je forme des gens à être négociants en hydrocarbures, Oui. négociants des céréales, négociants des minéraux, négociants des gemmes. On leur forme sur plusieurs domaines. Et croyez-moi, ceux que nous avons formés jusqu'ici font des choses extraordinaires. Ils font des choses dont si on vous dit, si je vous en parle, vous vous direz que c'est pas de la, que c'est de la blague. Et vous allez probablement me demander combien coûte la formation. J'anticipe parce que Oui, vous allez allez-y. forcément me demander Allez-y. combien coûte la formation. C'est une formation qui, en réalité, est beaucoup plus élevée, mais nous la faisons à 2 200 000 francs. Seulement. Seulement. Tel que je l'ai dit, nous prenons en charge l'hébergement. Alors qu'il y a des écoles de négoce à l'étranger qui forment à plus de 25 000 euros. C'est, comme je l'ai dit, c'est de façon sociale. Donc, C'est donc- ma façon à moi de mettre à la disposition du peuple africain. Il faut que j'insiste là-dessus, du peuple africain, ce petit savoir, ou bien ce savoir que j'ai à ma Y a-t-il des disposition. places limitées pour la formation? Vous pouvez bien imaginer qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde. l'infini. On ne peut pas accepter toute l'Afrique. C'est une formation qui est assez Élitiste. élitiste. Oui. Et le nombre de places est strictement limité. D'accord. Merci infiniment, M. Tchakounté. C'est ici qu'on va mettre un thème à cet entretien en vous disant une fois de plus, merci d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions et en demandant aux téléspectateurs, aux internautes qui vont suivre cette émission de simplement contacter les numéros de téléphone qui s'affichent actuellement au bas du petit écran. J'y tiens absolument pour que si vous aussi vous souhaitez faire partie de cette formation, n'hésitez pas à vous appeler simplement. Vous allez vous faire former et désormais votre vie peut facilement basculer. Vous devenez professionnel du négoce des matières premières. Ça, c'est le deuxième entretien que nous avons eu. Il y a un troisième entretien qui viendra. Et cette fois, cet entretien portera sur comment l'Afrique peut profiter de la guerre ukraino-russienne grâce aux négociants. Nous en parlerons dans le cadre de la troisième émission que nous allons tout de suite commencer à préparer pour votre bonheur. Merci une fois de plus, M. Ernest Tchakounté. Merci également à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à toutes les équipes techniques qui ont travaillé autour de cette émission. Quant à nous, on se retrouve bientôt avec Ernest Tchakounté dans le cadre de cette même production, avec le même plaisir et le même désir. N'oubliez pas, le continent africain doit urgemment se développer. Vous et moi avons obligation d'y participer. À très vite. Abagari.